À égale distance de la mer du Nord et de la Méditerranée, au beau milieu du continent européen, l'ancienne Tchécoslovaquie s'est divisée en deux États. La République tchèque est devenue indépendante en 1993 avec Prague comme capitale. La ville de Prague fait partie de la Bohême, une entité à la fois géographique et historique dont les origines remontent au plus haut Moyen-Âge. Un patrimoine exceptionnel fait la fierté d'un pays aujourd'hui modernisé, qui fut longtemps la seule démocratie d'Europe centrale. Dans une des régions urbaines qui figurent parmi les plus riches d'Europe, la ville de Prague est établie depuis plus de 1000 ans sur les bords de la rivière Vltava. Le château et la cathédrale dominent la ville, et le cours d'eau est enjambé par de multiples ponts, comme le célèbre pont Charles. Le climat continental est parfois excessif dans une cité qui paraît blottie sous ses toitures. Prague est organisée selon un plan complexe, typiquement médiéval, d'où émergent des dizaines d'églises. Une particularité qui lui vaut d'être appelée la ville aux 100 clochers. À la croisée de nombreuses routes européennes et d'influences multiples, la ville possède une architecture très éclectique, où le baroque se mêle à une audacieuse avant-garde. Prague a en effet connu différents visages au cours de son histoire. Le visage des nazis, présent dès 1938, est resté jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le visage du communisme soviétique. À l'époque, l'apprentissage du russe était obligatoire à l'école. Pendant 40 ans, et presque sans interruption, la société et la vie du pays tout entier furent dominés par le grand frère russe. Un monument gigantesque avait été élevé à la gloire de Staline. Une gloire en fin de compte bien éphémère. Le visage d'une brève révolution, écrasée par Moscou. L'intervention soviétique fut ressentie ici comme une véritable agression. Le visage des espoirs déçus. Et puis la délivrance, en 1989. Un métronome géant, dressé sur le socle du monument stalinien, mesure le temps qui passe et les régimes qui s'effacent. Le visage meurtri des victimes reste seul en place. Aujourd'hui, les valeurs communistes sont tournées en dérision. La République tchèque compte 10 millions d'habitants. Et dans la capitale se retrouve le 10e de la population nationale. Une population très imprégnée par la culture occidentale. La culture tchèque est présente sur toutes les scènes. Elle s'exprime dans la rue et dans les lieux les plus prestigieux. Mais quel que soit l'endroit où la culture prend forme, elle le fait en mélangeant les styles, les genres et les époques. La culture dans la ville de Prague est portée par des noms illustres. Franz Kafka est l'un d'entre eux. À coup sûr, un des écrivains majeurs du XXe siècle. Un autre grand nom de la culture tchèque s'expose dans le musée qui lui est consacré, Alphonse Mucha. L'artiste utilisait une technique particulière. Il photographiait ses nombreux modèles, dont sa femme, avant de les peindre avec beaucoup de vérité. Ces portraits font l'inventaire séduisant de l'élégance féminine à la fin du XIXe siècle. C'est à Paris que Mucha connut la notoriété, d'abord dans l'édition. Avec ses lignes courbes, Mucha est une des références de l'art nouveau. L'art est partout à Prague. Et avec la liberté de s'exprimer sur tous les sujets et sur tous les supports, la création artistique donne à la ville une vraie personnalité. L'impertinent sculpteur David Černý peut même se moquer du pays en coulant dans le bronze ses opinions bien personnelles. Oui, l'art est partout. Il bouleverse les proportions et change les perspectives. Mais le plus bel exemple de la vitalité artistique est donné par l'architecture. La ville a en effet été épargnée par les destructions massives de la Deuxième Guerre mondiale. Un remarquable patrimoine en est sorti intact.
À travers l'histoire de l'architecture, toutes les grandes époques sont représentées à Prague par des édifices soigneusement conservés. De plus, la ville n'a pas fait de choix urbanistique trop hasardeux. Résultat, un ensemble où l'harmonie se dégage malgré les différences. Les croyances s'expriment aussi dans un pays où la pratique religieuse est la plus faible d'Europe, ce qui n'empêche pas la diversité des cultes. Les Tchèques pratiquent bien plus la religion du sport. Rien qu'à Prague, 2 grands clubs de football déchaînent les passions. Le Sparta et le Slavia sont bien sûr rivaux. Les transports en commun entrent très tôt en activité. Certains tramways circulent même toute la nuit. Pour se déplacer, le mieux est encore de prendre le métro, rapide et simple. C'est à Prague le moyen de transport le plus utilisé. La ville entretient ses couleurs. Elle entretient son patrimoine et ses équipements, même la nuit. La capitale connaît peu de répit, car elle exerce une force d'attraction importante sur tout le pays. Prague est un carrefour routier très fréquenté. Et tous les moyens sont bons pour dissuader les véhicules d'accéder au centre historique, très souvent engorgé. 4 millions de touristes visitent Prague chaque année. Un chiffre qui augmente et qui représente 4 fois la population de la ville. Un afflux qui justifie la volonté de rendre les rues aux piétons. Cela explique également le succès des moyens de transport alternatifs. La ville respecte son passé et le réhabilite avec beaucoup de réussite. Elle donne même une seconde vie à de vraies légendes nationales. Vladimir Kozubik. Cette voiture, c'est un modèle Skoda construit en 1931. C'est un exemplaire original. La Vltava est l'artère vitale de Prague. La ville s'est d'ailleurs très tôt développée sur les 2 rives du cours d'eau. La rivière assurait les échanges avec l'extérieur. C'est un affluent de l'Elbe qui débouche sur la mer du Nord. Alimenté par l'eau de la rivière, un canal artificiel pénètre à l'intérieur de la ville. Les moulins étaient utilisés pour moudre le grain. À l'origine, on traversait la rivière sur un passage à gué. Le premier pont, le pont Charles, fut construit au XIVe siècle. Et pendant 4 siècles, il demeura le seul pont de la ville. Le pont est fréquenté en permanence par une foule de visiteurs. C'est la rançon du succès pour un endroit emblématique, connu et reconnu dans le monde entier. Le pont Charles est occupé par des marchands et des artistes de tout genre. Ici, l'imagination et la décontraction sont de rigueur. Toucher du doigt certaines sculptures en bronze porte bonheur. Le pont Charles était un endroit stratégique pour Prague. À chaque extrémité, une tour gothique verrouillait l'accès à l'édifice.
Du haut des tours, la ville offre de ses toits une vue imprenable. Sur la place Venceslas, la statue équestre du fameux duc de Bohême attire tous les regards. Son prestige est immense auprès des Tchèques. Il a été assassiné par son propre frère. Il fut le premier martyr du pays. Jan Palach aussi est mort en martyr. C'est ici qu'il s'est immolé par le feu pour s'opposer à l'invasion soviétique en 1969. Il avait 21 ans. La place Venceslas est bordée d'immeubles d'une variété architecturale étonnante. Ancien marché aux chevaux, elle est devenue un haut lieu du patrimoine. L'architecture dans la ville suscite de nombreuses vocations. Mais il y a d'autres raisons à la diversité des styles. Michal Kohout enseigne l'architecture. On a eu des architectes et des entrepreneurs venus de différentes régions d'Europe. On en a eu en provenance de France, comme Mathieu Darras, des entrepreneurs allemands et de beaucoup d'autres nationalités. Il y a toujours eu du passage ici, notamment en provenance d'Italie. On a eu un nombre étonnant d'influences diverses ici. La place Venceslas est parfois comparée aux Champs-Élysées. Elle mesure près d'1 kilomètre de long et fait plus penser à une avenue qu'à une place. À proximité de la place, la bonne société fréquentait jadis le palais Lucerna, un chef-d'œuvre de l'Art nouveau tardif de la première moitié du XXe siècle. Les passages couverts étaient très à la mode. L'ensemble a été réalisé par le grand-père architecte de Václav Havel, le grand écrivain et homme d'État tchèque. Dans les villes construites au Moyen-Âge, les dimensions des rues sont parfois surprenantes. Les piétons sont mis en garde avant de s'engager dans la plus étroite des rues pragoises. Impossible à 2 piétons de se croiser. Il faut alterner la circulation et demander l'autorisation de passer. Derrière la façade rénovée d'une ancienne caserne a été construit un centre commercial ultramoderne. Conserver le patrimoine tout en modernisant la ville, c'est une des préoccupations principales des urbanistes. Comme partout, les centres commerciaux se multiplient à Prague. L'architecture contemporaine recherche de nouvelles lignes. Dans le quartier de Karlin, certains immeubles ont opté pour la minceur. Retour aux valeurs de la campagne. L'ancien faubourg industriel prend aujourd'hui les allures d'une petite ville de province. Avec ses produits frais, le marché de Karlin propose aussi de nombreuses fabrications artisanales. Toutes les saveurs du terroir tchèque et les recettes traditionnelles se retrouvent sur les étals. C'est l'occasion de goûter des produits inhabituels. Je suis Sauve Hopkins et ça, c'est de la soupe au potiron. C'est très bon et c'est très sain. Et ça, vous savez ce que c'est? Un radis. Un radis chinois. C'est très aphrodisiaque. La viande et la charcuterie occupent une place incontournable dans l'alimentation des Tchèques. La viande de porc est accommodée à toutes les sauces. C'est un chausson au porc. De la viande de porc grillée avec de la choucroute dans la galette de pommes de terre. Ce n'est pas vraiment léger, mais c'est tellement bon. Au rayon des pâtisseries, les Tchèques disposent aussi d'un vaste répertoire. Les voisins autrichiens et hongrois y ont d'ailleurs emprunté quelques-unes de leurs idées.
Pour les habitués du marché de Karlin, les bonnes vieilles recettes de grand-mère sont les plus recherchées. Ce sont des gâteaux traditionnels faits d'après les recettes de Magdalena Retigova. Il faut d'abord préparer le levain au lait et ensuite la pâte, que l'on fait lever 4 fois. Garder la ligne est difficile à Prague, car elle ondule au gré de la création. Le couple de danseurs Fred Astaire et Ginger Rogers ont inspiré La Maison qui danse. Côté célébrité, Beethoven vécut place des Chevaliers de Malte. Les célèbres moines soldats y possédèrent un prieuré dès le milieu du XIIe siècle. Au Moyen Âge, les arcades abritaient déjà des commerçants. Aujourd'hui, artistes et artisans perpétuent la tradition. À Prague, l'art est aussi dans la rue. Sur un mur de la place du Grand Prieur, un artiste anonyme dessina le portrait de John Lennon, peu de temps après sa mort, en 1980. Les idées pacifistes du célèbre Beatle ne plaisaient pas aux autorités communistes, et le portrait fut effacé. Mais très vite, il réapparut. Chaque fois qu'il était effacé, il réapparaissait aussitôt. Depuis, la page est tournée, et le mur se couvre en permanence de messages de tolérance, d'amour et de liberté. La ville est riche de symboles et les amoureux en raffolent. Un petit pont sur le canal en témoigne. Prague est une ville romantique. C'est aussi une ville photogénique et de nombreux endroits incitent à la rêverie. La ville a inspiré beaucoup d'artistes, peintres, musiciens, écrivains ou des réalisateurs de cinéma. Prague est propice à la création artistique dans tous les domaines. Le théâtre de marionnettes a une grande importance. C'est un support pour la langue nationale, un pan entier de la culture. Sarah Aksamitova. Les marionnettes ont une très longue histoire. À l'époque où les Juifs étaient pauvres, ils utilisaient des morceaux de bois pour sculpter des marionnettes. Ensuite, ils les vendaient ou les utilisaient pour faire des spectacles. Les marionnettes sont réalisées à l'aide de matériaux très différents. Ces marionnettes sont faites au moyen de différents matériaux. Il y a le bois, il y a aussi le plastique ou la céramique. Elles sont très difficiles à faire. Dans un atelier de menuiserie, les outils peuvent avoir différents usages. Martin Ruzicka confectionne des marionnettes. Un métier, mais aussi une passion. Chaque marionnette est différente. Par exemple, il y a ces petites-là. Il y a le Joker mort, ou ce Pinocchio mort, ou même un Pinocchio vivant. Je fais aussi des jokers vivants. Je peux faire 6 pièces par semaine, mais ça dépend bien sûr. Pour certaines marionnettes, il faut 2 semaines. Par exemple, les grandes, avec leur mécanisme sophistiqué qui sert à les faire bouger. Elles sont destinées aux professionnels. Vous pouvez voir beaucoup de personnages différents, mais le plus populaire de tous, c'est le bouffon, car c'est lui qui apparaît toujours en premier et qui commence tous les spectacles. Don Giovanni, le célèbre opéra, connaît le succès en spectacle de marionnettes depuis 1991.
Valdrot Riterova. Le théâtre de marionnettes est une tradition très ancienne dans nos régions, qui prend ses sources déjà à l'époque du renouveau tchèque. Et il existe partout en République tchèque. C'est ici, à Prague, qu'a eu lieu la première mondiale de Don Giovanni, dirigée par Mozart lui-même, au Théâtre des États, juste à côté d'ici. Et en 1990, on a eu l'idée de présenter une version raccourcie avec les marionnettes. Nous avons une école spécialisée dans l'art de la marionnette. Il s'agit de l'école supérieure d'art alternatif et d'art de la marionnette, dont je suis diplômée. Il y a aussi l'Académie des arts du spectacle. Des rythmes et des costumes venus d'ailleurs. Ce dimanche-là, l'île de Kampa connaît une animation inhabituelle. Certains misent sur l'exotisme, d'autres sur les traditions locales. Ce costume vient de la région de Horniasko, au sud de la Moravie. Elle comprend une dizaine de petits villages. La Moravie est une région de l'est du pays. De nombreux groupes folkloriques moraves se sont créés à l'époque communiste. C'était une manière de préserver les traditions, mais surtout l'identité régionale. Au bas de la place Venceslas, des artisans perpétuent d'autres traditions. Le Tredelnik de Skalika est une pâtisserie cuite à la broche et relevée de cannelle. Des forgerons battent des pièces de monnaie moyenâgeuses. Nous sommes le 28 septembre, fête nationale pour les Tchèques. C'est la Saint-Venceslas, le premier roi du pays, auquel on rend hommage par des festivités de son époque. Ne pas oublier de cirer les sabots du cheval. Tout doit être impeccable jusque dans les moindres détails. Le roi est venu pour s'assurer que le peuple s'amuse. Alors, est-ce qu'on va s'amuser à Prague aujourd'hui? Nous allons jouer pour vous, pour votre plaisir. Saint Venceslas était le duc de Bohême et surtout le patron du pays. Pourquoi est-il si connu? Parce qu'il a fait beaucoup pour le pays et pour son peuple. C'est pour cela qu'il a aussi été canonisé. Le règne de Venceslas remonte au Xe siècle. Les Tchèques entretiennent son souvenir à travers des reconstitutions très réalistes. À proximité de la ville, une autre reconstitution historique relève, elle, de la superproduction hollywoodienne. Du plus petit au plus grand, la manifestation rassemble un public féru d'histoire et amateur de Tredelnik bien chaud. Une grande bataille se prépare.
Martin Chodinsky. Tout est prêt pour la reconstitution de la bataille. On a aussi organisé un grand marché et de nombreuses animations autour. Il y a plus de 800 participants venus de toute l'Europe qui représentent l'artillerie, la cavalerie, l'infanterie, plus de 250 mousquetaires, et il y a aussi beaucoup d'effets pyrotechniques. Après la bénédiction, les hostilités peuvent commencer. On reconstitue la bataille de la Montagne Blanche au XVIIe siècle, qui opposa des catholiques ralliés à l'empereur d'Allemagne et des protestants tchèques. La victoire des catholiques allemands mit fin à l'indépendance de la Bohême. C'était le début de la terrible guerre de 30 ans. Une défaite historique pour les Tchèques, mais aujourd'hui, un gros succès populaire. Oui, je pense qu'en République tchèque, les reconstitutions historiques sont plutôt populaires, comme l'est l'histoire en général. De par leur position géographique, les régions tchèques ont toujours été au cœur de l'Europe. Elles ont littéralement vu défiler l'histoire à travers leur territoire, à de nombreuses reprises. Il y a eu la guerre de 30 ans et bien d'autres conflits. C'est aussi l'occasion de rappeler le rôle qu'a joué la France dans l'histoire de l'Europe. Malé portugalské, dnes na lásku prodejnou, do rána budeme pít. Až s prvním svítáním krčmář svíce zhasne. Hej! S rozhrkaným povozem, tak jsou většině prázdnou. L'entrée de la ruelle d'Or est réglementée, tellement la foule se presse pour arpenter cette petite rue très connue du vieux Prague. À l'origine, les maisons minuscules étaient réservées aux gardes du roi. Mais elles ont connu différents locataires, dont certaines célébrités. Au numéro 22, habita Franz Kafka. La ruelle d'Or doit son nom aux alchimistes qui y ont vécu. Ils cherchaient pour le roi le secret de la pierre philosophale et la façon de changer le plomb en or. Les chefs protestants, vaincus à la bataille de la Montagne Blanche, ont été exécutés sur la place de la Vieille Ville, un des hauts lieux de l'histoire, à Prague. La place et les rues adjacentes sont aussi un véritable recueil de richesses architecturales. La tour de l'ancien hôtel de ville porte depuis le XVe siècle une remarquable horloge astronomique. Prague était une ville multiculturelle et 3 heures différentes étaient affichées. L'heure de Bohême, l'heure allemande et l'heure babylonienne. Toutes les heures, des personnages s'animent autour de l'horloge. Et au sommet, derrière 2 fenêtres, défilent les 12 apôtres avec leurs attributs. Après avoir brûlé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les statues de bois ont été remplacées. Antonin Baloun. Au Moyen-Âge, chaque ville avait son horloge astronomique. Nous avions celle-ci à Prague. À l'époque, tout le monde était capable de lire les symboles de l'horloge, alors qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Juste à côté, on accède au bâtiment de l'ancien hôtel de ville. Dès le XIIIe siècle, l'indépendance de la vieille ville fut reconnue. Habité par de riches marchands et de grands bourgeois, le quartier conservera son autonomie pendant 5 siècles. Sur la tour de l'hôtel de ville, un trompettiste sonne les heures. Une tradition venue en droite ligne du Moyen-Âge. À l'époque, les gens n'avaient pas de montre. Avec la trompette, ils savaient quelle heure il était. 1 heure, 2 heures ou 3 heures.
Les repères abondent sur la place, comme la marque du méridien de Prague, tracée sur le sol. Dramatique ou heureux, la place de la vieille ville est l'endroit de tous les événements. Plusieurs monuments historiques bordent la place. De l'un à l'autre, le fil de l'histoire se déroule en continu. Pour abriter ses richesses, la ville de Prague était fortifiée. Des portes imposantes, comme la tour poudrière, permettaient d'y accéder. À l'intérieur, différentes pièces de collection semblent provenir en direct de l'époque médiévale. La porte poudrière est un vestige historique important. Elle était en effet voisine du palais des rois de Bohême, aujourd'hui disparu. L'Église catholique utilisa différents moyens dans la lutte qui l'opposa à la réforme protestante. L'un des plus spectaculaires fut l'art baroque. L'église Saint-Nicolas en est à Prague le plus bel exemple. Dans le quartier de Malastrana, le baroque triomphe. On est très loin de l'austérité protestante. L'église Saint-Nicolas est considérée comme une des grandes réussites de l'architecture baroque et religieuse en Europe. Les concerts d'orgue en donnent la mesure. La richesse du décor et le raffinement sont également bien visibles dans une rue très chic, la rue de Paris. C'est le rendez-vous d'élégance. La ville dorée porte fort bien son nom dans un quartier voué au shopping de luxe. Franz Kafka est né dans le centre de Prague. Un musée a été installé à la mémoire de l'écrivain. On peut accéder à la vie et à l'œuvre d'un auteur qui a très peu publié de son vivant. Il avait d'ailleurs demandé à son ami de détruire tous ses manuscrits. Kafka écrivait en allemand, car le pays faisait partie à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Ses relations complexes avec les femmes et ses rapports conflictuels avec son père ont influencé une œuvre où l'individu est écrasé par des forces qui le dépassent. Un monde absurde et anonyme, où l'homme demeure à jamais incompris et au bout du compte exclu. On ne visite pas le Prague de Kafka, car cette ville-là n'existe que dans son esprit. Kafka était juif, et sa communauté est l'une des plus vieilles d'Europe. La présence de juifs dans la ville est en effet attestée depuis le IXe siècle. Et 9 siècles plus tard, Prague deviendra la plus grande ville juive du monde chrétien. Mais le quartier juif que Kafka a connu a beaucoup changé. L'ancien ghetto a quasiment disparu, détruit au début du XXe siècle pour des raisons d'hygiène. La synagogue espagnole s'inspire de l'architecture mauresque. Elle révèle la diversité des cultures au sein même de la communauté juive. Les Juifs ont été très tôt obligés de s'identifier en portant un signe distinctif. Mais contrairement à ce qu'on pense, les nazis n'ont pas inventé la fameuse étoile jaune. Elle existait déjà ici, au milieu du XVIe siècle. Dans la synagogue Pinkas, les murs sont couverts d'une multitude de noms. Il y en a presque 80 000. Ce sont les noms des Juifs victimes des nazis dans le pays. Juste à côté s'étend le vieux cimetière juif. Dans un périmètre réduit s'accumulent des milliers de pierres tombales. Faute de place,
Les sépultures sont très rapprochées et parfois même empilées les unes sur les autres. Les inhumations sont interdites depuis la fin du XVIIIe siècle. Le château de Prague, au sommet de la colline de Hradčany, accueille les visiteurs en musique. Toutes les autorités nationales, ducs, rois, empereurs et présidents, ont siégé dans le château. Un endroit prestigieux qui impose le respect, surtout lors de la relève de la garde. Un exercice bien au point qui se reproduit toutes les heures. Les uniformes ont été créés par le costumier du célèbre réalisateur tchèque, Milos Forman. Le château de Prague est un immense complexe où les bâtiments de différents styles et les œuvres d'art se rassemblent sur une colline qui domine la ville. Facile à défendre, le site est habité depuis la nuit des temps. Dans l'enceinte même du château se dresse la cathédrale Saint-Guy, un chef-d'œuvre de l'art gothique. La construction s'est étalée sur près de 6 siècles. Alors que l'art roman cherchait à impressionner et à effrayer les fidèles, le gothique veut les séduire et les éduquer par des scènes historiques ou bibliques. Sur tous les supports, les sculptures ainsi que les très hauts vitraux ont toujours une fonction didactique. À l'intérieur de la cathédrale sont inhumés 2 personnages historiques. Le saint roi Venceslas et dans un tombeau en argent massif, Saint Jean Népomucène, martyrisé parce qu'il avait protégé la femme du roi. Le château, qui s'étire sur presque 600 mètres, est l'un des plus vastes au monde. En contrebas, on rend hommage à l'architecte concepteur des jardins somptueux. Le jardin, qui était à l'origine un champ de tir, était destiné aux réceptions en plein air. On y présente une collection de rapaces qui habitent la forêt tchèque, de très utiles prédateurs diurnes et nocturnes. C'est une chouette îlotte. Il est très joli. C'est mon favori. Nous pouvons les toucher seulement ici parce que toutes les oiseaux de proie et toutes les chouettes hibou aussi ont poudre spéciale qui est imperméable. Le château de Prague est également connu pour son vignoble. La nature du sol, la pente et l'exposition conviennent parfaitement à la vigne qui remonte au Xe siècle. 2 cépages sont cultivés, un blanc et un rouge. Le rouge est un pinot noir originaire de France. À l'origine, le raisin servait à la fabrication de vin de messe pour les églises de Prague. Aujourd'hui, le vin local compte de nombreux fidèles. La colline Pétrine est un îlot de verdure au milieu de la ville. Un funiculaire conduit au sommet. L'engin a été installé à la fin du XIXe siècle, mais il a été restauré à plusieurs reprises. Le funiculaire doit une partie de son succès aux astronomes amateurs qui apprécient l'endroit dégagé pour faire leurs observations nocturnes.
Une tour métallique a été élevée au sommet, copie en réduction de la tour Eiffel. Mais les Pragois disent qu'en ajoutant l'altitude de la colline à leur tour, on dépasse la tour Eiffel. Le quartier de Žižkov a donné son nom à une autre tour. De gros bébés rampants ont été ajoutés par l'inévitable sculpteur David Černý. L'artiste est omniprésent à Prague, avec des œuvres souvent provocatrices. Mais leur humour suscite plus de sourires que de réprobation. Dédiée aux télécommunications, la tour de Žižkov offre une vue panoramique sur la ville. Elle date des années 1980, pendant la période soviétique. À l'époque, les gens se sont plaints qu'elle gâchait le paysage, mais ils ont fini par l'adopter. Ils ont aussi fini par adopter les gros bébés joufflus. Lucie Tcherna. Au départ, les bébés ont été installés à titre d'essai pour voir les réactions du public. Et comme ils ont eu du succès, on les a laissés en place définitivement. C'est le créateur des bébés, M. Černý, qui est à l'origine de leur installation sur la tour de télévision. Autre particularité, un hôtel de 1 chambre a été aménagé dans la tour. Il est préférable de réserver. Du ciel à la terre, il n'y a qu'un pas, que l'on franchit allègrement grâce au métro. De jour comme de nuit, Prague vit intensément. Le théâtre noir est une tradition tchèque. Il a été inventé dans les années 1950. C'est un mélange de théâtre traditionnel, de ballet, de mime et d'illusions visuelles. Les effets d'optique entraînent le spectateur dans un monde fantasque et rempli de surprises. Ce genre de spectacle existe ailleurs dans le monde. Mais c'est en République tchèque qu'a été déposé le brevet de ce qu'on appelle la ligne, qui souligne les contours et ainsi donne sa forme au sujet. À la fin du spectacle, les artistes dévoilent au public les techniques qu'ils utilisent. Une méthode simple, mais efficace pour fabriquer du rêve. Prague a le sens du spectacle. Le théâtre tchèque est intimement lié à l'identité du pays. Il en est même un des emblèmes. Faut-il rappeler que l'homme d'État Václav Havel s'est d'abord fait connaître comme dramaturge. Sur la scène pragoise, la danse est tellement exubérante qu'elle déborde largement sur la rue. Les salles de Prague ont accueilli les plus grands compositeurs tchèques, comme Dvořák ou Smetana. Des monuments de la musique sont venus diriger leurs œuvres en personne. Richard Strauss, Gustav Mahler et Mozart lui-même. L'Italien Giuseppe Verdi n'est jamais allé à Prague, mais son Rigoletto figure toujours au répertoire de la scène lyrique.
Quand la nuit tombe sur la place Wenceslas, c'est la rue qui se donne en spectacle. Dans le décor des joyaux de l'architecture, les saltimbanques se mettent sous les feux des projecteurs. Aux alentours de la place, les lieux de divertissement ne manquent pas. La bière coule facilement et les pompes sont même parfois installées sur les tables. Les Tchèques seraient les plus grands buveurs de bière au monde. Et la bière appartient à leur culture. On brassait de la bière dans le pays avant l'an 1000 et l'activité fournissait aux villes l'essentiel de leurs revenus. Ici, la bière normale peut coûter 10 thons, moins cher que l'eau. Certaines brasseries font partie du patrimoine. Ladislav Vesely. Cet établissement est ancien et on utilise une vieille technologie comme de vieux tonneaux, comme ici, et des cuves de fermentation faites en chêne. Je pense que c'est intéressant parce que personne n'utilise plus cette technique, si ce n'est quelques petites brasseries. Les brasseries rivalisent d'imagination pour attirer le client. Ici, le service est assuré par un train électrique. Non seulement le train apporte les verres remplis, mais il emporte aussi les verres vides. Vestige de l'époque communiste, les rythmes cubains ont toujours des adeptes. Mais la révolution n'est plus d'actualité. Et à Prague désormais, à la santé des icônes du communisme, on boit pour oublier. L'époque soviétique fait partie du décor. Elle a pris valeur d'antiquité. La nuit se prolonge à Prague et les lieux ne manquent pas pour la vivre intensément. Côté rythme, la ville fait les choses en grand. Place Wenceslas, 1h du matin. C'est l'heure de se détendre au son du jazz. Même en pleine nuit, la ville conserve les repères de sa longue histoire. Dans la lumière tamisée, toutes les époques semblent se confondre. Mais Prague suivra toujours le cours de sa rivière, dans laquelle se reflète le cœur de l'Europe.